Bonjour à tous et bienvenue dans Pod Culture, un podcast où l'on parle de pop culture. Moi, c'est Benji et je suis accompagné de Jordi, Salut. de Clément Bien le bonjour tout le monde. et de Flo. Bonjour. Et oui, c'est aussi ça, Pod Culture, une équipe assez grande pour se permettre d'être beaucoup plus restreint selon les sujets dont on va parler. Et aujourd'hui, c'est Clément qui va nous parler du sujet du jour. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui en fait on va parler d'une petite série de jeux, pas vraiment connue, pas vraiment populaire. Il faut dire que cette série ne s'est vendue qu'à peu près 280 millions d'unités à travers le monde, dont 130 millions juste pour les épisodes principaux. C'est vertigineux, ça dure depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui on va parler de Pokémon. Pokémon, donc une série qui est présente depuis à peu près 20 ans dans le paysage. C'est extraordinairement long et c'est surtout extrêmement rare d'avoir une licence qui est toujours aussi active et fédératrice après tant d'années. Que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, c'est extrêmement rare. Pour vous dire, nous on est nés dans les années 90, alors on a vu naître cette licence alors qu'on était tout gosse. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où Jean-Pierre Pernaut s'éberluait d'avoir à expliquer ce qu'étaient les Pokémon au journal de 13 heures, où seuls les riches qui avaient la télévision par satellite pouvaient avoir Fox Kids et regarder le dessin animé, où tout le monde ne parlait que de ça tout le temps, et où on ne s'arrêtait d'en parler que pour échanger des cartes Pokémon. C'était la dinguerie. Aujourd'hui, on va surtout vous parler des jeux, parce qu'à l'époque Pokémon c'était surtout des jeux, et surtout pour nous les vieux de la vieille qui sont là depuis le début, ça fait beaucoup de souvenirs d'aventure, des lieux emplis de magie et de mystère, des musiques intemporelles dont les premières notes suffisent à vous donner le frisson. Et on serait même tenté de dire qu'avec la sortie des versions épée et bouclier dans quelques jours, c'est l'occasion parfaite pour nous replonger dans plusieurs dizaines d'heures de joie et d'insouciance, comme il y a 5, 10, 15 ou même 20 ans. Et pourtant aujourd'hui autour de la table, on est 3 sur 4 à être dans l'expectative. Pour 3 d'entre nous, ces futurs jeux vont devoir faire leurs preuves. Parce que pour tout vous avouer, on s'est plutôt ennuyé sur la 7ème génération, sur les versions Soleil et Lune. Et pour certains, moi en particulier, ça dure depuis plus longtemps que ça. Mais pas pour Jordi. Jordi est toujours chaud. Alors pourquoi ? Pourquoi on s'ennuie ? Pourquoi ? Est-ce que c'est nous qui avons changé ? Est-ce que c'est les jeux qui ont changé ? Il faut tirer ça au clair. Et donc pour ce faire, on va passer en revue quelques grands aspects des jeux Pokémon. Je vous les livre dans l'ordre. On aura d'abord les générations de Pokémon, puis les régions visitées, l'écriture et les personnages, et enfin le système de jeu. Ça nous permettra pour nous de repasser en revue un peu nos souvenirs et d'essayer de comprendre notre point de vue par rapport à cette série maintenant. Puis on passera enfin à ce à quoi on peut s'attendre sur les versions épée et bouclier, histoire de bien préparer la sortie de ces jeux et de voir à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qui nous attend. Mais du coup, ça va être très simple. Les générations de Pokémon, il y en a eu 7 pour le moment, la 8ème est en passe d'arriver. Et sur cette génération, on a eu des ratés, on a eu des coups de cœur. Et pour ma part, les coups de cœur se mettent avec la 2ème et la 4ème génération. Donc la 2ème génération, sans doute à cause des souvenirs d'enfance que j'en ai. Parce que parcourir une si grande région, on y reviendra, mais ça a été quelque chose d'assez fou pour moi à l'époque. Et surtout de pouvoir voir que les Pokémon avec lesquels j'ai grandi de la première génération trouveront pour certains une évolution ou une pré-évolution dans cette seconde génération. J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment trop bien, quoi. Que tout se suive ainsi. Moi, je fais pas partie des gens qui disent que ouais, tel Pokémon c'est un sac poubelle, ouais, tel Pokémon c'est n'importe quel objet, parce que bah, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Surtout quand on connaît le folklore japonais et les yokai, donc qui sont des esprits japonais, des créatures surnaturelles qui prennent plein de formes différentes, que ce soit des démons comme de la possession d'objets par exemple. Donc c'est pas quelque chose qui me tique moi perso, mais il faut savoir que j'ai quand même certains Pokémon que je trouve désagréables. Je pense notamment à Golgopat ou ce genre de créatures très étranges. La 6G a également quelques designs intéressants. Malgré le Golgopat, on a des Pokémon citrouille. On était dans l'ambiance Halloween récemment avec Pitrouille, qui était, je trouve, assez sympa.
et des légendaires assez intéressants. Mais voilà, c'est aussi ça, Pokémon. C'est des appréciations de créatures, de design qu'on n'a pas tous. Mais voilà, c'est les générations que j'apprécie le plus sont une génération sur deux. La 2G, la 4G, la 6G. Est-ce que la 8G va fonctionner sur moi? Ça, Ouais. c'est la grande question qu'on se pose. C'est assez marrant ce que tu dis par rapport aux générations, parce que du coup, tu as une vision assez d'ensemble de l'histoire. C'est-à-dire que tu prends les générations vraiment dans leur ensemble, et il y en a vraiment qui t'ont plus déçu que d'autres, clairement. Ah oui, oui, notamment la cinquième génération. La cinquième génération, c'est celle que je trouve, en termes de design, la moins aboutie. Ah, il va falloir que tu m'expliques alors, parce que si tu veux, moi non plus, hein, je trouve pas qu'il y ait vraiment, enfin, un petit peu quand même, mais pas des générations plus mauvaises que d'autres. Je trouve qu'il y a d'excellents designs dans toutes les générations, et parmi mes Pokémon préférés, et il y en a de toutes les générations, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. C'est surtout que, peut-être je pense que dans leur ensemble, il y a des générations avec un peu plus de design, disons, discutable. On parlait de Golgopat, lui, il est extrêmement clivant et je le trouve assez repoussant moi aussi, mais par exemple, je trouvais déjà depuis le départ que Liputu, c'était un Pokémon assez horrible. Donc il n'y a pas trop de questions de génération là-dedans. Je trouve pas que ça baisse en qualité au fur et à mesure des années. C'est juste qu'il y a toujours des très bonnes choses et des choses un peu plus discutables. Après, en termes de. Pour moi, tu vois, la génération dans son ensemble, vraiment celles qui sont assez inattaquables, c'est la deuxième et la troisième génération. Je trouve que c'est une hyper bonne synthèse de l'esprit de départ de Pokémon, tu vois, avec des designs assez simples mais assez parlants. Et un petit peu de sophistication quand même, parce qu'on n'est pas sur des trucs ultra simples comme sur la première génération où tu as juste, par exemple, des boules roses, genre Rondoudou et Mélofée, tu vois. Mais tu Ouais, je as vois. quelque chose d'un petit peu plus travaillé et peut-être ce qui t'a moins plu dans la 5ème G, c'est que c'est des designs parfois un peu plus alambiqués, un petit peu plus très Peut-être détaillés en trop fait. travaillé. Peut-être trop Ouais, c'est travaillés, ça. ouais. Bon, moi ça m'a beaucoup plu sur plein d'aspects, mais peut-être que c'est ça qui t'a un peu dérangé aussi, je sais pas. Bah, c'est possible. Après, je sais que la cinquième génération, c'est pas. Enfin, bon, on y reviendra pour le côté histoire et traitement des personnages, mais c'est pas la génération qui m'a le plus, qui m'a le plus touché, quoi. Hmm. Ouais, je Parce que, comprends. on sortait de la 4G qui, elle, enfin, que j'ai adoré. C'est clair et net, j'ai adoré la 4G. Puis il Et faut avouer que forcément, c'est on bien est passé. pratique la 4G, hein. Ah bah tiens Flo, puisque tu déboules comme ça dans notre conversation, raconte-nous toi, à propos des générations de Pokémon. Je suis quelqu'un de très original, c'est pourquoi ma génération favorite est la première. Ah oui. Mais pour ma défense, c'est l'effet Madeleine de Proust. C'est vraiment des petites créatures avec lesquelles j'ai grandi. Et pour ça, il faut se replonger en 99. Je pense que j'avais 7 ans, 7-8 ans. Et j'étais vraiment tombée amoureuse de l'animé qui était diffusé sur Gulli. Je sais que mon frère avait une Game Boy Color et jouait à Pokémon version bleue. Et j'avais même vu le film Pokémon le film au cinéma. Il était sorti en 2000, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir au cinéma. Oh, Si, moi je l'ai vu et je me souviens qu'il donnait une carte à jouer quand tu sortais du cinéma ou quand tu rentrais, je sais plus. Que j'ai Et en, toujours. et en fait, d'ailleurs, elle cote énormément la carte, je crois d'ailleurs. Il me semble. Enfin Tout bref. ça pour dire que j'ai un attachement immense pour la première génération et d'ailleurs pour les personnages de l'animé. C'est pour ça que mon premier jeu Pokémon, c'est Pokémon version jeune. Et je me souviens encore de mon frère qui se moquait de moi parce que j'étais à fond sur Pikachu. Mais que voulez-vous, je suis toujours à fond sur Pikachu, c'est ça le pire. Et cette version jaune, pour moi, elle était géniale parce que t'avais des liens avec l'animé. T'avais Jessie et James qui étaient intégrés, t'avais Pikachu qui te suivait, et du coup, tu pouvais avoir les 3 starters. C'est vraiment un des jeux que j'ai le plus fait. Je le connais par cœur, c'est simple. Ensuite, j'ai naturellement joué à Pokémon la deuxième génération et j'avais choisi la version argent, tout simplement parce que j'adorais le design de Lugia. Par contre, mon parcours est un peu plus chaotique que le vôtre parce qu'après j'ai lâché Pokémon.
Ça n'avait rien de personnel, c'est simplement que je n'avais plus les consoles adaptées pour jouer aux générations 3 à 5. Je m'y suis remis que récemment, avec la génération 6. Je sais qu'elle est sortie en 2013, mais j'y ai pas joué tout de suite. Et c'est intéressant parce que j'ai vraiment pu voir l'évolution que ça a fait entre la 2G et la 6G. Alors forcément, par conséquent, X et Y m'a beaucoup plu. Je crois que j'avais pris X. Il y avait vraiment une évolution de fait et que je ne pouvais qu'apprécier. Ensuite, j'ai déchanté malheureusement, comme tu l'as si bien dit dans l'édito, avec Soleil et Lune. Il y a beaucoup de choses qui m'ont pas convaincu, mais j'y reviendrai plus tard. Mais malgré ces déceptions, je pense qu'une part de moi reste énormément fan de Pokémon. Et je suis pas la seule, je pense. Si tant est que Pokémon ait déjà été moins à la mode, je trouve qu'on est vraiment dans un pic de popularité depuis quelques années. Ouais, On a quand même eu, en 2016, Pokémon Go, qui a vraiment été une dinguerie à sa sortie. Peut-être pas autant qu'en 99, mais tout le monde en parlait, c'était fou. Ensuite, on a eu en 2018 Pokémon Let's Go, une sorte de remake des premières générations, qui m'a quand même incité à investir dans une Nintendo Switch. Et ensuite, en 2019, on a eu le film Détective Pikachu, qui n'est peut-être pas parfait, mais qui est une adaptation vidéoludique qui vaut le détour. Pour finir, j'ai eu la chance d'aller à la Paris Games Week vendredi dernier, pardon. Et j'aurais bien aimé essayer de tester Pokémon épée et bouclier. Et je l'ai pas fait, pourquoi ? Parce qu'il y avait 4 heures de queue devant le stand. C'est dire que Pokémon reste populaire. Ah ouais, et c'est ce que tu disais, surtout avec Pokémon Go et avec Let's Go aussi. En fait, il y a eu un saut de génération et c'est très amusant que tu sois revenu sur Pokémon au moment où, pour moi, ce saut de génération s'est amorcé. C'est-à-dire, Pokémon XY, ils ont énormément joué sur la nostalgie de la première génération, du coup. Avec les méga évolutions. Et avec les méga évolutions, il y a beaucoup de références au premier jeu dans XY, beaucoup de Pokémon première génération. Et par exemple, il y a un moment, le professeur Platane, il te donne un des 3 starters de la première G, justement. Oui, exact. Donc il y a énormément de références et c'est drôle que tu sois revenu à ce moment-là et que XY t'ait beaucoup plu parce qu'il y a beaucoup de première génération dedans et ça a dû faire vibrer ta corde sensible, je pense. D'autant qu'il y a quelques designs qui m'ont bien plu dans la 6G. Par exemple, je la trouve hyper bonne, moi, la 6G. je suis vachement porté sur les Pokémon version animaux pour ma part. Et j'avais bien aimé le légendaire Xemnas et Luonceau qui pouvait évoluer différemment si c'était un mâle ou une femelle. C'était plutôt chouette. Carrément. Et Jordi, qu'on n'a pas beaucoup entendu, qu'as-tu à dire sur le sujet ? C'est vrai que pour le moment, j'ai pas beaucoup parlé. De mon côté, en termes de génération, il faut savoir que, contrairement à vous, j'ai pas spécialement de génération favorite. Parce que j'aime un peu toutes les générations pour leurs points forts et même leurs points faibles. Parce que des fois, les points faibles, c'est pas forcément négatif. Et du coup, je suis tiré entre plusieurs générations. J'aime beaucoup la 2e et la 3e. La première aussi. Mais la 4e, beaucoup moins. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, de mon côté, j'ai arrêté aussi de jouer à Pokémon pendant une période, comme Flo. Et en fait, moi, de mon côté, c'était parce qu'à l'époque, moi, j'étais au collège, à cette époque-là. Si tu jouais à Pokémon, t'étais un gamin, si on peut dire ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'avais arrêté, et après, j'ai repris avec X ou Y, il me semble. Et du coup, là, c'est là que j'ai repris goût à la licence. Il faut savoir que je m'en souviens encore du tout premier épisode diffusé. Je sais pas si ça passait sur TF1, il me semble, à l'époque. Je peux pas dire de bêtises. Et c'est vrai que ça a une énorme place. Donc, en termes de génération, même si j'en ai pas de préféré, j'ai quand même un énorme coup de cœur pour la 2e, où j'ai passé énormément de temps sur la version or. Et notamment aussi parce que c'est l'une des générations la plus longue à jouer, parce qu'il faut savoir qu'on est à la fois dans la région de la génération, mais également qu'on va dans la région de la deuxième
dans la deuxième... On va à Johto, puis après on peut voilà. retourner à Kanto. À Kanto, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est pour moi l'une de mes générations préférées, rien que pour ça, mais aussi pour les Pokémon qui peuplent et tout. J'avais beaucoup aimé l'histoire, enfin bref, c'est tout un ensemble. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'évolution que ça prend Pokémon. Et parce que même si ça reste quand même sur le même style pour les designs des Pokémon, c'est-à-dire soit des objets, soit des animaux, soit des trucs incompréhensibles, comme vous avez pu le dire, comme Golgobat. Je pense aussi à Cryptero, qui a été le plus choquant pour moi, je trouve. Ah ouais, Cryptero il est chelou, mais il a un truc, je trouve. Moi, je le trouve intéressant, ce Pokémon. Il est pas repoussant comme certains autres. Ouais, mais il est pas spécialement repoussant, mais je l'ai pas trouvé spécialement c'est vrai qu'il est très compréhensible, étrange, oui. En fait, Donc, on pourra en parler des heures, mais en gros, comme la 5e génération, elle est inspirée des États-Unis. Ce truc-là est un peu inspiré du folklore américain, maya, aztèque, avec des trucs peu chelous, tu vois. Donc, c'est pour ça que chaque gène a chaque gène a vraiment des inspirations. inspirations. Surtout à partir de la 4e, en fait, la 4e, 5e. Mais on en reparlera. Ouais, c'est ça. Du coup, le Pokémon repoussant qui a parlé, je crois que c'est Benjamin qui a parlé d'Iputu, c'est ça? Ah, c'est moi. C'est toi, Clément. Je peux pas. L'Iputu, c'est un folklore aussi. Ouais, mais c'est... En fait, là, on sort du rationnel, si tu veux. Là, c'est rare chez moi, mais là, c'est vraiment viscéral, quoi. Je peux pas, ce Pokémon. C'est horrible. Après, il a fait un petit peu polémique, Liputu. Ouais, en plus, il y a cette espèce de polémique, mais plus tardive, sur le fait que c'est un Pokémon raciste, etc. Blackface, etc. Voilà. Bon. Moi, c'était pas pour ça, c'est juste que je le trouve ignoble. Et en fait, en plus, dans les jeux, il est nul. Enfin, il a rien pour lui, ce Pokémon. À part sa pré-évo qui est toute mignonne, tu vois, Liputi, ça va. Ouais, comme quoi t'es pas fermé à la famille. Ah non, rassure-toi, j'ai jamais eu Liputu dans mon équipe. Ah, ça va. Donc vous avez dit, moi j'ai en partie quelques trucs avec lesquels je suis d'accord avec vous. Et du coup, voilà, tout simplement. Donc ouais, c'est vraiment la 2e génération. Après la 3e, éventuellement. Mais après la 4e, c'est celle que j'ai le moins aimée. Voilà, tout simplement. De mon côté. Attends. Quand tu vois Tarinorm, tu te dis, bon, on va peut-être moins aimer la 4e ça. G. Et pourtant, il y a des Pokémon que j'aime beaucoup dans la 4e G. C'est marrant parce que c'est la 4e G qui a Luxray, je crois, non? Ouais. En fait, la 4e G a fait un truc que n'avait pas fait la 3e. C'est-à-dire qu'il a rajouté des évolutions à divers Pokémon. Et je trouve quand même que beaucoup de ces évolutions à des Pokémon existants sont un peu problématiques. Genre lesquels? Genre Yanmega, genre Tarinorm, genre... Alors Boule de Nœud, j'ai appris à l'aimer. Au départ, j'aimais pas du tout. Maganon, qui est quand même assez bizarre. Voilà, il y a les câbles, les casses. Alors les câbles, j'aime bien, mais c'est parce que je suis un fanboy d'Electek, donc je ne suis pas objectif. C'est pareil. Dimoré, je trouve un peu plus cohérent en fait avec son Evo. Si tu veux, je parlais de Yanmega parce que je trouve que Yanmega il casse complètement tout ce qui faisait qu'Yanma était chouette. C'était vraiment une petite libellule mignonne et tout. Puis là, on part sur un truc limite préhistorique, tu vois, un insecte des temps anciens énorme et très intimidant. Et j'ai pas adhéré à ce changement-là. Après, tu le prends juste tout seul, le design, ça va. Mais je le trouve pas très cohérent avec sa pré-évo. Il y a un trop grand bond qui est fait entre les deux. Enfin voilà, c'est des détails, mais c'est ce qui permet au final de dire qu'une génération est globalement intéressante ou pas, c'est dans son ensemble. Du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui s'est passé sur les générations de Pokémon. On va passer au deuxième thème, qui est le thème des régions. Parce que dans Pokémon, évidemment, on va capturer des bestioles, mais il faut bien évoluer dans un environnement pour aller les chercher et les capturer. Et à ce niveau-là, chaque région a vraiment une personnalité propre. En tout cas, les développeurs chez Game Freak ont toujours fait en sorte de leur donner une certaine âme, une certaine originalité, en fonction des inspirations, on en parlait un petit peu. Et j'aimerais bien avoir votre avis tous sur ça. Vu que Jordi, tu as terminé sur les générations, je te donne la parole sur la région. Quelle est ta région préférée, ou est-ce que tu as des trucs à dire? La région préférée, c'est vrai que c'est une bonne question. Parce que là aussi, sur ce plan-là, j'en ai pas spécialement de favorite. Mais si je devrais en donner une, j'aime beaucoup la... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des régions que j'aime beaucoup, mais il y a toujours un passage qui me déplaît. Quand par exemple, la 2e et la 3e région, moi ce qui me déplaît, c'est les passages aquatiques que je trouve horriblement chiants, en restant poli. Même dans la 3e génération, avec le passage sous-marin et tout?
Ouais, ça, c'est un passage qui m'a toujours un peu agacé en fait, parce que ouais, je sais pas pourquoi. Tout ce qui est haut, de toute façon, dans les jeux, ça m'a toujours un peu. En fait, les passages aquatiques dans beaucoup de jeux, ils sont longs, ils peuvent être pénibles au niveau du gameplay, des déplacements, c'est pour ça. Et du game design aussi, parce que c'est des fois tu t'y perds. Je m'en souviens que dans la deuxième génération, où il y a avec Typhon, la CS Typhon, je sais que c'était assez agaçant pour s'y retrouver. Et la plongée aussi dans la troisième. C'est drôle que tu dis ça parce que je suis pas fan non plus des passages aquatiques. Et j'ai aussi un petit problème avec les donjons et les grottes, que ce soit dans Pokémon ou dans tous les RPG. Je suis pas du tout claustrophobe, mais je me dis toujours quand il y a une grotte ou un donjon profond, ça va être un passage un petit peu pénible. Et je me demande pourquoi d'ailleurs. Ah, moi j'ai une hypothèse là-dessus. Je pense que vous êtes tous traumatisés de la grotte, qui porte simplement le nom de grotte dans la première génération, qui est complètement dans le noir. Et pour la traverser, il faut récupérer la CS Flash. Et pour vous dire, moi je l'ai fait, donc je pense pas être le seul. J'ai fait cette grotte complètement dans le noir la première fois parce que je n'avais jamais compris où trouver la CS Flash. Et dans l'idée, en fait, je crois qu'il faut traverser la cave Topiqueur, revenir du côté de Jadiel, mais par derrière, et aller la récupérer dans une maison. Enfin bref. C'est assez casse-pied. En fait, Et voilà. en plus, souvent, CS quand Flash te sert à rien pendant les combats. Voilà, mais elle ne sert que dans cet endroit-là, en fait. Et un peu dans la route Victoire aussi. Mais ouais, du coup, moi, je me souviens de ce passage-là particulièrement long et dur, où tu es dans le noir complet, il y a des dresseurs qui t'attaquent, il y a des Pokémon sauvages qui t'attaquent tout le temps. Au bout d'un moment, t'as plus trop de vie, enfin, t'es pas bien, quoi. Et je pense que ça représente un traumatisme de caverne pour beaucoup de monde. Mais est-ce que vous avez fait comme moi pour ce truc-là, où vous avez augmenté la luminosité de votre Game Boy pour réussir à vous y retrouver? T'as une Game Boy qui faisait de la lumière, toi? Qu'est-ce que c'est cette sorcellerie? Non, mais non, c'était pas ça. C'était que la première génération de Game Boy, la FAT, hein, Ah, le contraste, on pouvait peut-être? on pouvait gérer le contraste, oui, c'est ça. Je sais pas, j'avais une ouais. Game Boy Color. Pareil. Ah, et moi, j'avais une Game Boy Pocket, alors... Après, je me souviens pas avoir bloqué sur la grotte. C'est peut-être parce que soit mon frère aîné l'avait déjà fait, soit on avait quand même des petits magazines au bureau tabac, des Solus, tout ça. Ah ouais. Mais après, pour reprendre sur les régions, si je devais en donner une que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment l'inspiration de c'est là, je confonds toujours la sixième génération. Donc XY, c'est ça? Ouais. C'est bien la Oui. sixième génération. J'ai beaucoup aimé l'inspiration parce que c'est l'inspiration française, bien entendu. Eh oui. Et du coup, il y a certains endroits qui m'ont beaucoup plu. Et je trouvais que c'était vachement varié. Il y avait des déserts, il y avait des marais, il y avait des forêts, il y avait des villes. Il y avait c'était vraiment varié et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette région-là, particulièrement en fait. Voilà. Je suis assez d'accord sur la sixième génération. Moi, les Pokémon et les lieux m'ont beaucoup plu aussi. Si la génération m'a moins plu, c'est scénaristiquement, mais on y reviendra. Mais je suis d'accord sur le fait que c'est vraiment des régions solides. Après, moi, ma région préférée, c'est pareil, c'est un peu compliqué comme question parce qu'il y a des hauts et des bas, mais pour pas citer tout le temps la cinquième génération, parce que j'en parlerai bien assez après, je vais revenir sur la troisième, je pense, sur la région de Hoenn. Parce que en y revenant, en y réfléchissant un peu, j'ai rien à lui reprocher à cette version. Il y a tout ce qu'il lui faut. Il y a les environnements variés. Il y a des choses qu'on ne revoit plus ensuite par la suite. Je parle par exemple du moment avec les cendres, qui est complètement unique dans Pokémon. Et on a tous passé, ceux qui ont joué en tout cas aux versions Ruby, Saphir, Emeraude, des heures à aller récupérer de la cendre pour avoir les objets claqués du mec qui te fait des objets en verre là. Donc c'est vraiment un truc très marquant. Et par ailleurs, il y a tout. Il y a de l'eau, il y a des villes avec beaucoup de personnalité. Il y a, je pense, je sais pas, au village Myokara avec sa phrase à la mode. Ça aussi, c'est une feature incroyable. Il y a 3 fois rien, mais tu t'éclates à changer la phrase qui devient à la mode dans le village. C'est à mourir de rire. Et quand tu fais ça, quand tu arrives à changer la phrase, tout le monde ne dit plus que ça dans le village. Enfin, c'est incroyable. C'était à Simtronel, le petit village dans les arbres, qui est pareil, hyper Je me souviens de marquant. celui-là, j'avais beaucoup aimé. Ouais, je te dis, il y a vraiment une âme très forte. Je pense à Talanopolis aussi. C'est une ville qui est construite dans le cratère d'un volcan éteint et qui est hyper inspirée, genre Grèce antique et actuelle, avec des maisons blanches et bleues. Il y a une forte vibe Méditerranée, mer Égée, tu vois, qui est. Enfin voilà, c'est des
des environnements très marquants. Les musiques sont incroyables. Enfin, les musiques dans Pokémon, ça a toujours été incroyable, mais là, encore plus, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. On avait un côté déjà très île paradisiaque, finalement, quand on regarde chacune des villes et chacun des environnements dans la 3G. Et quand je dis déjà, c'est pour faire un parallèle avec la 7G de Soleil et Lune. Parce que finalement, on a le côté méditerranéen, comme tu le dis, pour certaines villes. On a les maisons dans les arbres, des arbres qui font très exotiques. Bah, c'est vrai d'ailleurs, parce qu'en fait, Hoenn est une île, finalement. Il y a une île principale avec des petites îles à l'est. Mais c'est vrai ce que tu dis. En fait, jusqu'à présent, on avait eu des régions continentales et c'est la première fois qu'on a une région insulaire. Ouais. Bah, c'est ce que vous voyez, c'est assez amusant parce que c'est ce que j'avais noté. C'est que la 3G, elle est très agréable à parcourir et pour la blague, pour ceux qui s'en souviendront, non, il n'y a pas trop d'eau. C'était dû à un test qui avait été fait par un magazine américain qui lui avait baissé la note parce que too much water. Mais juste non, quoi. Ah Au oui, contraire, wow. ça apporte un Je m'en côté souviens. atoll très très chouette, quoi. Et je me permets de continuer Vas-y. dans les régions. Pour ma part, alors effectivement, je pourrais parler encore une fois de Kanto et de Johto pour tout ce côté très japanisant, parce que finalement, surtout Johto, je trouve qu'il y a un côté très très Japon, très assumé. Un côté ancestral. Japon un peu traditionnel, tu vois, C'est ça, ouais. qui est assez agréable. Ouais. C'est ça. Et à côté de ça, pour moi, il y a la 4e génération qui, elle, me plaît énormément pour sa diversité. Pour les endroits enneigés, comme la ville Frimapic ou les hauteurs du mont Couronné. Et là-dessus, je vais vous rejoindre également pour la 6e génération de X et Y, du coup, mais ça, je pense que c'est le côté chauvin qui parle. Donc ça doit pas aider. Mais du coup, pour ce qui est de ça, Flo, toi, quelles sont tes régions préférées ? Je vais vraiment paraître has-been, mais je reste bloqué sur Kanto, Pikachu, tout ça. Hein. Mais il faut dire, Raconte-nous, vas-y, dis-nous tout, c'est intéressant. il faut dire que je peux dessiner la carte seule. Je connais les villes par cœur, je connais les musiques par cœur. Vous saviez, à l'époque, quand on avait un jeu, on le peaufinait bien, on le faisait, on le refaisait. Donc forcément, ça m'a marqué. Après, j'aime beaucoup Johto aussi. C'est la continuité, hein, c'est la région voisine, c'est effectivement très japonais. Il y avait quelques régions qui m'avaient marqué à Johto, c'était par exemple le lac Colère, où on trouvait le premier Pokémon Shiny, le Léviathan rouge. Il y avait aussi Dublonville. C'est vrai, il y a pas mal de choses, pas mal de villes qui m'ont aussi marqué à Johto. Après, comme vous, j'aime énormément Kalos. C'est pas que le côté chauvin, même si j'ai vraiment été bluffé par l'inspiration française et par Illumis qui ressemblait beaucoup à Paris. C'était vraiment... Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça faisait un moment que j'avais pas joué à Pokémon, ça faisait des années. Donc forcément, c'était très rafraîchissant de voir ces nouveaux designs, de voir cette nouvelle région totalement innovante. Parce que je redécouvrais tout, je savais pas qu'ils s'inspiraient de pays, de cultures différentes à chaque jeu en fait. Après, j'ai fait Soleil et Lune, c'est vrai, Alola. Il y a de bonnes idées dans Alola. Il y a ce côté exotique qui la rend unique. C'est une archipel, donc on va voyager d'île en île et ça va toujours être assez différent au niveau ambiance. Et j'espère que je dis pas de bêtises, est-ce que c'est pas dans Alola qu'ils ont intégré le fait qu'il y a des Pokémon qui changent de type en fonction de la région ? C'est tout à fait ça. En fait, ils ont introduit dans la 7e génération les formes régionales. Ouais. En fait, tu as certains Pokémon qui sont complètement différents parce qu'ils sont sur Alola et ils ont évolué différemment. En fait. Alors voilà, on pouvait avoir des a priori dessus, mais finalement j'ai été fan de certaines altérations régionales comme Sabelette qui devient type glace par exemple. Ouais. Il y a des vachement de Et en bonnes fait idées c'est une bonne tout ça. idée, oui, parce que ça donne vraiment un côté zoologique très crédible. Je suis d'accord. Après, en termes de région dans sa globalité, effectivement, là on a tous un peu donné nos avis, mais je pense qu'il y a vraiment des fulgurances d'originalité et vraiment marquantes dans chaque région.
Et je vais en citer quelques-unes là parce que j'y ai repensé pendant que je préparais l'émission. On parlait d'Alola, tout le monde a été marqué par le Canyon de Pony. Déjà parce que la musique est une des meilleures de tout Pokémon, elle est complètement intestable cette musique. Et puis il y a du coup une ambiance qui s'en dégage assez extraordinaire. On a peu parlé de la région d'Unis, donc de la 5e génération. Moi je voulais appuyer quand même l'arrivée dans Volucité qui est la première grande métropole de Pokémon. Et c'est vraiment la ville avec les gratte-ciel, t'as des moments dans cette ville où carrément t'as des longs couloirs avec des gens qui sortent du travail ou qui rentrent du travail et qui courent devant toi et qui s'arrêtent pas, et la rue est complètement bouchée à cause de ça, et il faut que tu slalomes entre les gens. Moi j'ai trouvé ça hyper marquant, et voilà, ce genre de petites choses qui font que même si on parle pas trop d'une génération dans son ensemble, on a quand même des choses qui nous ont marqué un peu partout, et c'est aussi ça qui nous intéresse, quoi. Mais on va s'arrêter là parce que sinon on va en parler pendant des heures. C'est ça. Surtout que on est en train d'arriver là à un autre thème qui va peut-être nous faire un petit peu plus parler. En tout cas, moi j'ai plein de trucs à dire dessus. C'est l'écriture et les personnages. Parce que, bon, on va dire, pour moi c'est tout trouvé. C'est là que Pokémon a le plus perdu au fil des jeux. En fait, il y a eu un certain phénomène, on en parlait un petit peu avec cette saga, c'est que ça a été un phénomène générationnel. Donc, on a commencé avec les premières versions. Tous les gamins jouaient à Pokémon à peu près, et clairement la cible c'était les enfants. Donc on avait un monde un petit peu plus coloré, un petit peu plus insouciant, quoique pas si insouciant parce qu'on va y revenir. Et en fait au fur et à mesure des années, cette génération a grandi, et les thématiques abordées ont été un petit peu plus profondes, un petit peu plus matures. On peut déjà parler de la 4e génération avec le personnage du chef de la Team Galaxy, Helio, qui, bon, par exemple, dans la version platine, fait quelque chose d'assez fou. Si vous n'avez pas joué à la version platine, voilà, vous pouvez vous y jeter. Mais j'ai surtout envie de vous parler de la 5e génération parce que pour moi, elle a vraiment marqué un schisme dans la franchise, et vraiment une rupture là qui fait qu'on n'est jamais revenu à ce niveau-là. En fait, dans les versions noires et blanches, je trouve qu'on a véritablement tenté quelque chose en termes d'écriture. Parce qu'il y a des personnages extrêmement forts et très complexes. Le personnage de N, le personnage de Gétis, même le personnage de Nikolai qui est, il me semble, dans les versions noir et blanc 2, et qui est un scientifique absolument dénué d'éthique, mais en même temps complètement pénétré par la curiosité scientifique. Et ce personnage-là, par exemple, il pose des choses hyper intéressantes sur la science, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'il y a une limite à la curiosité ? Est-ce que l'éthique, c'est quelque chose qui doit jouer un rôle dans le développement scientifique ? Enfin, des thèmes hyper impressionnants en termes de profondeur, même philosophique, je dirais. Tu as plusieurs niveaux de lecture dans l'écriture. Tu as des thèmes très forts, comme l'identité, le rêve, l'idéal en tant que moteur de l'homme, même la condition animale, parce que le leitmotiv de la Team Plasma, c'est vraiment libérer les Pokémon. Et même le jeu, des fois, va sur des terrains hyper sombres, comme celui de la manipulation, de la folie, et même celui de la mort. Donc ces jeux-là, j'y ai joué à leur sortie, donc c'était en 2010, et c'était il y a 10 ans. Moi j'étais dans la fin de l'adolescence, j'avais 17 ans, et alors j'ai pris ça mais dans la tête, et je me suis dit waouh, ça y est, on a franchi un cap avec Pokémon. Il va y avoir des histoires comme ça plus intéressantes, plus sombres et plus profondes. Et en fait non. Parce que les versions noir et blanc, c'est celles qui se sont le moins vendues des jeux principaux. C'est les seules versions à ne pas avoir dépassé les 16 millions d'exemplaires vendus. Et j'ai l'impression que le studio Game Freak et puis la licence Pokémon en général en a tiré une conclusion en se disant c'est bon, ça fait trop de temps maintenant. On a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Venez, on revient à la première génération, on revient à une cible plus enfantine. Comme ça, là, ça va repartir à fond. Les jeux vont se revendre. On va vraiment recibler une catégorie d'âge, et on va voir ce que ça donne. Et ben, ça a vachement bien marché. Et en fait, X et Y se sont beaucoup mieux vendus. Ça a carrément fait revenir des gens. Flo en parlait. Et en fait partie. Et du coup, ils ont fait un choix. Ils se sont dit, ok, c'est ça que les gens veulent. C'est ça Pokémon. Et puis moi, ça me rend triste en fait. Parce que quand tu vois la 6e génération, moi je trouve qu'il y a une vraie régression. Il y a très peu de scénarios dans ces jeux-là. Et
même la team adverse, le méchant Lysandre de la 6ème génération, je le trouve risible. Je trouve qu'il est tellement creux à côté de ce qu'on a fait avec Getis que ouais, ça m'a carrément sorti des jeux et ça m'a laissé vraiment un goût amer dans la bouche. Et Si ça peut te rassurer, Ouais. je suis vraiment revenu à la 6ème génération par hasard, parce que je suivais plus du tout ce qui se faisait en matière de Pokémon. Et justement, je suis de ton avis. C'est hyper intéressant, J'espère ça. avoir quelque chose de plus mature, pas Parce que quelque tu chose vois, d'enfantin. justement, peut-être que justement les choix qui ont été faits pour de mauvaises raisons. C'est qu'en fait, peut-être ça a été juste un creux dans la série et un moment où les gens sont revenus un peu par hasard qui a fait que les jeux se sont mieux vendus En plus, et est-ce pas que c'était pas forcément ce que les gens attendaient. la fin de la Nintendo DS, la génération 5? Si, c'est ça. C'était la fin de vie de la DS, donc peut-être qu'effectivement, il y avait un creux aussi à ce niveau-là. Enfin, il y a peut-être plein de raisons, mais les conséquences sont là, si tu veux. C'est que Oui, ta On- théorie reste très intéressante. on a des Ça jeux, expliquerait bien les jeux choses. et ça se poursuit dans la 7ème génération, si tu veux, où là, on a carrément une ambiance camp de vacances, une ambiance... on va faire du camping avec les amis, t'as toujours le prof de la région qui est derrière un buisson en disant ça va, il se blesse pas et tout. C'est vraiment... t'as l'impression d'être dans un camp de vacances pour enfants. Et j'ai vraiment pas trop supporté cet aspect-là des choses parce que je peux pas m'empêcher de repenser à des scènes ultra marquantes qu'il y a dans la 5ème génération et qu'on se dit mais mince quoi, on a perdu ça alors qu'on pouvait faire des jeux hyper intéressants à plusieurs niveaux de lecture, à la fois pour les enfants et pour les adultes, mais on a laissé passer cette chance-là en fait. Et moi je suis hyper passionné par la 5ème G, mais tu vois, Benji le disait récemment, et même d'autres, j'ai entendu plein de retours à ce niveau-là, il y en a plein que la 5G n'a pas touché. J'ai du mal à me l'expliquer, c'est pas bien ou mal, chacun a son ressenti, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas réussi à toucher les gens. Peut-être parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça en jouant à Pokémon et que du coup ils ont été perturbés, peut-être que j'en sais rien. Parce que même dans les premières générations, il y a des choses particulièrement sérieuses, c'est juste qu'elles Oui. sont montrées différemment. Tu vois, C'est ça. on peut C'est du penser, sous-texte. on peut penser à la première génération, tu vois, Pokémon bleu-rouge, tu arrives à Safrania, il y a la Team Rocket, tu sais qu'elle est là dans la ville et tout, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, quand tu rentres dans la Sylph-Sarl, eh ben, tu te rends compte que la Team Rocket est partout, et à la fin, tu vas carrément au dernier étage, dans la salle du conseil d'administration, et puis tu vas rosser Giovanni, qui est en train de parlementer avec le PDG de la Sylph-Sarl. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est ni plus ni moins qu'une prise d'otage à grande échelle, en fait. Un sujet mais, qui serait ultra grave s'il arrivait dans la vraie vie. Et tu vois, dans Pokémon, dans les premières générations, en tout cas, il y a ce ton-là, très naïf, qui fait qu'on te montre des choses graves, mais comme c'est vécu par un enfant, parce que le héros est un enfant, et que ce sont des enfants qui jouent, ben on s'en rend pas compte. Et tu vois, c'est un peu ça le double niveau de lecture dont je parlais, c'est qu'on peut faire des jeux qui ont plu à énormément de personnes, mais avec ce double niveau de lecture là. Et c'est la même chose dans Réargent, dans la 2ème génération avec Corsia. Quand tu arrives, tu te rends compte qu'il y a des Ramolos dont on fait le trafic des queues. Donc on mutile des Pokémon pour vendre des queues Ramolos. C'est ultra grave, c'est du braconnage, c'est un sujet qui pourrait faire beaucoup écho aussi à notre réalité. Et voilà, c'est présent, c'est dénoncé, mais c'est traité de manière très naïve parce qu'on s'adresse à des enfants. Mais ça plante des graines quand même. Et je trouve qu'on ne fait plus ça aujourd'hui. Je trouve que les jeux Pokémon sont devenus très aseptisés, que les personnages sont devenus plus archétypaux et moins subtils, quoi. Et c'est les événements pareils. Et tout ça pour dire que ça ne date pas forcément. Parce qu'avant, il y avait des choses. C'est juste que c'est vraiment pour moi aujourd'hui qu'on a régressé. Et tout ça, ça me manque beaucoup, quoi. Bon, j'ai beaucoup parlé. Non, mais je suis absolument d'accord avec toi parce que c'est finalement que du sous-texte dans les premières générations, les deux premières notamment, avec la Team Rocket, où on avait quelque chose un côté très mafieux. C'est vrai. On était sur de la mafia japonaise, on était sur des yakuza. Don Giovanni. C'est ça. Oui, Don Giovanni. On était sur des bails pas très cool, quoi. Mais tu parlais de trafic et de mutilation de Pokémon, mais on a aussi des traitements biologiques au point de forcer des Pokémon à devenir shiny. Enfin, Oui, c'est ça. En fait, il y a des expériences qui sont faites sur les Pokémon à partir des ondes radio et tout. Voilà, il y avait vraiment des choses un peu sales, quoi.
Ah, mais c'était. Oui, même si tout était très édulcoré, on avait un sous-texte très très intéressant. Pour la troisième génération, on avait un côté très. Comment dire, écologique. Oui, et ça faisait très secte aussi. La troisième Oui, bah oui, génération. non, mais clairement, il y avait la secte rouge et la secte bleue pour dire Team Aqua, Team Magma. Mais c'était intéressant quand même de voir les motivations de la team pour réfléchir au changement de notre monde. Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus d'océans ou plus de continents? On remarque que les motivations des nouvelles teams dans les nouvelles générations sont très caricaturales parce que dans Alola, c'est les petites frappes. Et encore, je dis ça, mais j'ai jamais été au bout des jeux tellement je me suis ennuyé. Ah bah je vais pouvoir en parler un peu alors. Avec plaisir, parce que Encore une fois. Très rapidement, surtout, la vraie team entre guillemets de la 7ème génération, c'est la Fondation Ether qui arrive un peu plus après dans les jeux. Et leur motivation, c'est ouais, on va ouvrir un portail vers les autres mondes, on va faire venir les ultra chimères, ça va être super, on va avoir le pouvoir et tout. Et en fait, c'est beaucoup moins, on va dire, subtil et beaucoup moins écrit qu'une motivation comme celle de Getis, qui est déjà pas celle de sa team. Et ça, c'est trop fort. Oui. Et la motivation de Getis, elle est beaucoup plus sombre que ça. Et plus le jeu avance, plus tu te rends compte que ce mec, en fait, est complètement taré. Il a un côté très Kefkaesque ou très Kujaesque de Final Fantasy, tu vois. C'est-à-dire qu'il est vraiment chaotique et il est dangereux. Et J'avais une question à ce propos. Ouais, dis-moi. Vu que j'avais loupé pas mal de générations, j'avais vraiment été étonné par cette histoire d'ultra-dimension dans Alola. Est-ce qu'on avait déjà vu quelque chose d'aussi perché, en fait? Non. Ça, c'est typique de la 7ème génération. Après, il y a eu aussi dans la 4ème, je crois, un système pas de dimension, mais c'était dans l'espace-temps. Avec Giratina il y a un monde parallèle, le monde distorsion. Mais là, si tu veux, c'était un peu plus logique. C'était que juste qu'il existe des dimensions parallèles d'où sortent certains Pokémon. Mais là, on était carrément, avec la 7ème génération, dans un délire d'univers parallèle, de multivers parallèle. Et voilà, bon, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, ça va un peu chercher trop loin, alors qu'on pouvait se contenter de choses plus humaines, en fait. J'avoue que les multivers, habituellement, j'adore ça. Je pense notamment, très très rapidement, mais je pense notamment au Spider-Verse. Je trouve l'idée vraiment exceptionnelle, mais là, dans Pokémon, je trouve que ça n'a pas sa place. Les ultra chimères, on comprend pas trop en fait ce qu'ils ont essayé de faire avec ça. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas compris. Pour moi, c'est de la surenchère de puissance. Mais c'est ça. Ils voulaient mettre des Pokémon encore plus forts, encore plus puissants. Et c'est encore ce qu'ils sont en train de faire avec la nouvelle génération qui arrive. Syndrome shonen. Mais c'est ça, c'est un peu bizarre. Du coup, j'en profite juste pour finir ce que je disais sur Getis. Donc, tu as ce personnage-là qui est très complexe et très, très lourd, en fait, une fois que tu comprends vraiment qui il est. Et la génération suivante, tu as Lysandre qui arrive, qui fait « Ouais, moi je veux la beauté !» Quoi? Moi je veux que tout soit beau, je ne supporte pas que ce soit pas beau. Oui, et donc, que dis-tu, Lysandre? Je vais tout niquer avec un Pokémon légendaire et je vais tout casser pour que tout soit refait beau. Oui, Lysandre, c'est bien. Mais du coup, c'est quoi on ne fait pas ça, Lysandre. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Et après, tu le lattes et il fait « Oh, je suis vénère, mais zut !» Et voilà. Et j'ai été tellement déçu par cette écriture-là, je me dis « C'est pas possible. On peut pas être passé de Getis à ça, quoi. » Bref, vous avez compris. Toi, Jordi, est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que toute ma théorie te laisse de marbre? Moi déjà, je suis totalement d'accord avec Lysandre. J'ai beau aimer le design de Lysandre, il reste vachement creux dans ses convictions. Et c'est vrai que après, comment il s'appelle déjà? Mince. Getis. C'est vrai qu'il y a un énorme fossé. Par contre, il y a un truc avec lequel je suis pas d'accord avec vous, c'est les sujets traités. Et notamment dans Soleil et Lune, ils sont certes traités de façon plus enfantine que les autres, mais il y a quand même deux sujets qui reviennent sur le plateau avec la team Skull et la team Aether. C'est déjà dans la team Aether, c'est le deuil de Elsa Mina,
qui a perdu son mari, qui perd la boule, hein, si on peut dire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, qui est traité, c'est le deuil, en fait, le deuil de la perte de son être cher. Et certes, c'est traité de façon assez maladroite et très enfantine, mais j'ai trouvé ça intéressant d'en parler. Et après, pour la Team Skull, c'est ceux qui cherchent leur propre identité personnelle. Et c'est pour ça qu'après que Guzma, ouais, Guzma, ouais, excusez-moi. C'est Guzma, après, il change totalement de façon d'être. C'est en fait, il cherchait son identité, et du coup, il cherchait son identité en faisant des bêtises, comme certains peuvent faire à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait, certes, c'est traité de façon plus maladroite et plus enfantine, mais je trouve quand même qu'il y a des sujets assez importants traités dans la dernière génération qui méritent le coup d'œil et de s'y pencher. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre qu'on n'apprécie pas personnellement l'écriture de Soleil et Lune. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que en fait, moi, ces sujets-là, je l'avais vu un peu avec, c'est vrai que le deuil avec Elsamina, mais en fait, ça m'a pas touché, parce que peut-être que le rythme du jeu au global et la façon dont le jeu avance, soit consacrait pas assez d'énergie à traiter ces sujets, soit les traiter de manière un peu maladroite, comme tu disais, ce qui fait que en fait, ça m'a carrément pas effleuré. En fait, moi j'ai la réponse à ton raisonnement vis-à-vis de ça. Enfin, pas raisonnement, mais ton ressenti plutôt, pardon. C'est qu'en fait, c'est traité assez tardivement dans le jeu. Tardivement et brièvement, et éventuellement dans un monde peut-être trop coloré pour les sujets abordés. Contrairement tu viens de me donner la réponse en fait, parce voilà. que moi j'avais en référence le personnage de N en termes de développement qui est extraordinaire, et Ouais. pour lui j'avais vraiment compris la dimension identitaire du truc, parce que c'est un mec qui cherche son identité, parce que bon, je vais spoiler un peu, attention, coupez le son, revenez dans 30 secondes. C'est un personnage donc qui a été adopté par un mec foncièrement instable, qui a été utilisé dès son plus jeune âge, donc il ne sait pas qui il est. Et en fait, on traite ça tout au long de son aventure, vraiment, parce qu'on le rencontre à plusieurs reprises, et à chaque fois, il se pose des questions, à chaque fois, il a une team de Pokémon différente, il se cherche vraiment, et ça, et surtout à la fin du jeu, tu vas dans sa chambre, et là, tu vois des trucs, c'est incroyable. Donc voilà, c'est un personnage, enfin des spoils, c'est un personnage incroyable, et du coup, il est traité au long cours, et comme tu dis, peut-être pas de la même façon que dans les derniers jeux, où c'est beaucoup plus, du coup, sporadique. Ça, ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'en soi, je trouve qu'il y a toujours quand même des sujets traités assez importants, et c'est pour ça qu'aussi que je suis vachement confiant pour la prochaine génération, c'est que visuellement, c'est beaucoup plus sombre que Soleil et Lune, et peut-être que là, le combo univers un poil plus mature et plus sombre collera peut-être mieux pour le scénario de ce prochain Pokémon, en fait. Moi, ce que je regrette aussi dans l'écriture, c'est qu'il y a toujours le même schéma, en fait. C'est que, au Grougou, il y a des méchants, il y a des gentils. Mis à part pour N, que je trouve très bien fait, parce qu'en fait, c'est ni un méchant ni un gentil. Et du coup, ce que je trouve un peu agaçant, c'est que c'est toujours le même schéma. Et c'est pour ça qu'à mon avis, là, épée et bouclier, ça va peut-être casser les codes. Mais après, à voir ce que ça va donner. Mais oui, après en soi, moi j'aime beaucoup les sujets traités dans les différents Pokémon, quoi. Voilà. Et en plus, Jordi, c'est pas mal. Là, tu nous as offert une super transition pour aller du côté du système de jeu. Mais avant, on n'a pas beaucoup entendu Flo sur le sujet de l'écriture, donc on va lui laisser la parole, c'est très important. Merci. Je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je vais quand même relativiser certaines choses. Quand vous dites que les dernières générations sont très caricaturales, est-ce que ça n'a pas toujours été un des éléments de Pokémon ? Je veux dire, dès la première génération, c'est volontaire que les personnages, que les PNJ soient des caricatures ambulantes. Alors par exemple, on a tous les professeurs qui ont un nom d'arbre. Ensuite, les PNJ n'avaient pas des noms, c'était juste des types de personnes. Et d'ailleurs, c'était absolument génial dans la première génération. Par exemple, on avait les canons,
On avait les exorcistes, C'est vrai. on avait les gamins qui nous donnaient Ouais, l'impression d'être rackettés. C'est qu'en On deuxième avait- génération qu'on a eu des prénoms. Et ça, On c'est- avait les intellos qui étaient à quatre pattes avec des lunettes et des cheveux gras, c'était fabuleux. Les loupards, les ornithologues que je trouvais très bizarres déjà. Donc on est toujours dans la caricature, tout le monde en prenait pour son grade. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on abordait des thèmes très matures. Je vais pas revenir dessus parce que Clément les a parfaitement présentés, hein. Une autre chose qui m'a marqué, c'est que dans la première et la deuxième génération, on en prenait plein la gueule. Le rival était vraiment monstrueux avec nous. C'est génial ce que tu Il a- Tu as tout à fait raison. Il arrêtait pas de nous traiter de nazes, de nous rabaisser, De minable. de minables, voilà. Ah, il était insupportable, hein. Et d'ailleurs, on était vraiment dans une relation de compétition. Chaque fois, il faisait l'arène avant nous. Ensuite, on le croisait avant et pendant la ligue Pokémon. Donc la rivalité et la compétition étaient aussi au cœur des jeux. Et ce qui m'incite à dire que c'était plus aseptisé et plus gentil à partir de la génération 6. Je parle de ça parce que c'est ce que j'ai fait. C'est qu'on a perdu cette notion de rivalité et de compétition. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Parce que je comprends qu'on ait évolué. C'est peut-être pas un bon exemple à donner aux enfants de montrer deux rivaux qui sont en train de se taper, de se taper dessus et de s'insulter à longueur de journée. Par contre, il y avait toujours des arènes à Kalos, si je me trompe pas. Oui. Par contre, à Alola, on n'a plus des arènes, on a des épreuves. Et là, on casse carrément les codes de la compétition, on n'a carrément plus de compétition. Là, une fois encore, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais ça montre vraiment qu'on a changé d'époque et de mentalité. Et ça montre que on essaye d'un petit peu plus être édulcoré et aseptisé. Comme quoi, on a quand même un rétro-pédalage assez puissant, parce que avec les nouvelles générations qui arrivent, on a le retour des arènes. Et de la Et c'est pas plus compétition mal, aussi. oui. Parce que je sais pas si vous avez vu comment c'est fichu les arènes dans le prochain Pokémon, mais il y a la compétition qui revient Apparemment, sur il y a le des plateau. stades. Ah, c'est ça, comme, C'est ça. comme la génération est inspirée de l'Angleterre cette fois, forcément le stade de foot en Angleterre c'est le cœur du truc. Hein, donc, Pour ils en ont- revenir ils ont un petit voulu, peu mettre ça. au PNJ, Hmm. ce qui m'a marqué aussi dans la génération 6, c'est qu'il commençait à y avoir des personnages secondaires avec des prénoms, des personnalités et tout ça. Pour autant, j'ai pas trouvé ça très intéressant, parce que, comme je l'ai dit, il y a plus de rival, il y a des sortes de pseudo-amis, compagnons. c'est des potes, quoi. Voilà. Ils vont au camping avec toi. Certes, les personnages sont caricaturaux comme depuis le début, mais je les trouve carrément un petit peu inintéressants. Par exemple, c'est pas Lily qui arrêtait pas de se préoccuper de ses vêtements ou un truc comme ça. Si, mais il y en a un qui est plus agaçant en termes d'amis. C'est celui de la génération. Attends, c'est lequel déjà le blond, là, le blondinet? Ah, c'est celui de la génération 4. Ouais, je me souviens plus de son nom. Son nom en VO, c'est Barry. Il Ouais, était c'est horrible. ouais. Lui, par contre. Ah, il est hyper actif, quoi. Ouais. Voilà. Alors que le rival de Johto, c'était quand même une racaille, hein. Je crois qu'il vole un Ouais. Pokémon ou un Ah truc comme ça. bah, C'est lui, il a ça, une c'est histoire ça. incroyable. Hein. C'est le fils de Giovanni. Donc, aussi beaucoup de questions identitaires, beaucoup de questions. Et en fait, Est-ce que je c'était rebondis dit dans très, le très jeu, vite. ça? Parce que ça me disait rien. Alors, on n'y disait pas, non. C'était pas dit. D'accord. Et Mais, pour moi, la déchéance la plus importante, c'est au niveau des antagonistes. Hmm. J'adorais la Team Rocket. La Team Flare m'a laissé de marbre. Je ne me rappelle même plus de leur motivation, mais je crois que vous en Hmm. avez parlé. C'est la beauté. Ouais, Ça voilà. n'a aucun sens. Et la Team Skull, je l'ai trouvé ridicule. Alors, je sais que c'était la caricature du voyou de banlieue qui parle en faisant wesh et tout ça, mais j'ai trouvé ça insupportable à la longue. Vraiment, ça m'a pas fait rire du tout. Peut-être qu'il y a eu un côté appropriation culturelle qui a joué parce que dans la tradition, ça Jordi, je pense qu'il pourra rebondir sur ce que je vais dire. Il y a une tradition au Japon, c'est le furio. Donc vraiment Oui. le voyou avec sa coupe banane, avec sa moto, avec sa barre de fer, tu vois, c'est vraiment une image très très forte. Et peut-être qu'ils ont voulu faire ça dans Soleil et Lune, mais si tu veux adapter à notre culture occidentale, ça s'est transformé en wesh et du coup,
ça a perdu beaucoup de son impact culturel et beaucoup Oui, de son impact j'imagine de que la message, traduction française, on Et perd des pourtant, choses. ça m'a fait, moi, de mon côté, ça m'a fait énormément rigoler. Mais c'est vrai qu'après, c'est un délire qu'il faut vraiment accrocher. Si t'accroches pas, c'est mort. Oui, c'est sûr. Après, il n'y a pas que du négatif, il y a quand même du positif au fur et à mesure des générations. Par exemple, on met l'accent sur le fait que les Pokémon sont nos amis. On va avoir le côté cours de récréation. Bon, c'est vraiment des mini-jeux pas très indispensables, mais ça montre que c'est pas juste des animaux qu'on exploite, qu'on envoie à l'abattoir. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi du bon, même dans Soleil, qui m'avait beaucoup ennuyé, c'est Mimikyu. J'adore ce Pokémon. Et son background, il est phénoménal. Déjà, on le trouve dans un ancien site désaffecté qui s'appelle l'ancien site Bradley Prix, je crois. Et Oui. on sait que c'est Je un me souviens. Pokémon Spectre, je crois, qui est jaloux de Pikachu, qui met un costume de Pikachu hyper creepy, un petit peu comme le gamin qui a un masque dans l'orphelinat. Et il paraît que si on regarde sous le costume, eh ben, on meurt de peur. Et je trouve ce Pokémon fabuleux. C'est le petit coup de génie perdu C'est vrai, au c'est milieu vrai. de toute cette région exotique et enfantine. Par contre, pour en revenir sur le négatif de cette région d'Alola, il y a vraiment quelque chose qui m'a insupporté. Mais ça, j'en parlerai plus dans le système de jeu. C'est le Motisma Dex. Oh, il a Ah oui, emmerdé beaucoup de c'était monde. chiant. Hein. C'était chiant, ça, c'est vrai que. Bon, bah, du coup, transition toute trouvée. Alors, Flo, vas-y, on passe au thème du système de jeu. Et en quoi le Motisma Dex t'a insupporté? Ah, tu vois, en plus, je te facilite le travail. Ah, mais c'est toujours plus facile avec des esprits, Alors, des je vais un esprits petit peu rapides. présenter le Motisma Dex pour ceux qui ont eu la chance de ne pas le connaître ou qui l'ont oublié. Je crois, c'est une espèce de Pokémon qui rentre dans le Pokédex. Oui, c'est Motisma. Du coup, on a ce Motisma Dex qui interagit avec nous, qui nous parle. Et ça rend le jeu extrêmement linéaire et dirigiste. C'est tout le temps en ligne droite, c'est même pas comme dans la première génération où tu as le choix entre aller à la gauche ou à droite, c'est vraiment ligne droite. J'exagère, hein, je caricature à mort, mais j'avais l'impression que toutes les 5 minutes on me rappelait ce qu'il fallait faire. Et en plus, avec une intonation vraiment insupportable, comme si j'avais 5 ans. Je crois que dans les passages un petit peu plus sombres, on en était au point où le Motisma Dex, il te fait aïe aïe aïe, j'ai très peur, ou vraiment des commentaires comme ça. Hein. J'ai vraiment trouvé ça agaçant, usant à la longue. Je me suis dit, mais attendez, vous savez pas que. Vous vous adressez pas qu'à un public qui a 5 ans, là. Il y a aussi des fans de Pokémon qui ont 27 balais maintenant. Donc, vraiment, pour tout vous dire, j'ai abandonné le jeu la première fois. J'y suis revenu que des mois après pour le faire en entier cette fois-ci, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément gêné. Le fait que ce soit puéril, dirigiste, linéaire, et puis très simple aussi, hein, ça on n'en a pas encore parlé. C'est Mais ça, parce que dirigiste, ça en devient vraiment facile, quitte à ce que ça devienne beaucoup trop facile en fait. je crois que c'est au point où on te donne des objets et on te soigne régulièrement en fait. Ouais, Mm. c'est pour ça que je l'ai fait en Nuzlocke en fait. Moi, dès le premier coup, j'ai fait en Nuzlocke. Moi, je me suis dit, moi, j'aurai de la difficulté. Et pour ceux qui savent pas trop, du coup, le Nuzlocke, c'est quand tu fais le jeu en ne capturant qu'un seul Pokémon par zone, c'est le premier que tu rencontres, et dans lequel la mort est définitive. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. un truc que tu fais de toi, c'est pas dans les règles du jeu. D'accord. Et tu choisis de t'imposer ces contraintes-là pour pallier la facilité du jeu, en tout cas de ce qu'il est devenu. J'avais terminé la ligue avec deux ou un Pokémon, je sais plus. Donc, ça m'avait mis quand même de la difficulté. Quoi. Mais le fait qu'on soit obligé d'en arriver là, ça veut dire quelque chose quand même. Et je crois d'ailleurs que Benji avait quelque chose à ajouter sur le Après, sujet. ça dépend aussi de l'expérience de nous. C'est quand on avait parlé de la difficulté, c'est que c'est une difficulté, c'est que au fil des années qui passent, ça sera peut-être simple pour nous, parce que nous, on a vu que c'était simple, Pokémon Soleil et Lune. Mais j'ai mon petit frère quand il y jouait, c'est sorti quand Pokémon Soleil et Lune déjà. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Bah, mon petit frère, il avait 12 ans et il galérait dessus. Il y a 3 On ans joue même, je normalement. crois. 3 ans. Donc quand il avait 11 ans, il y jouait, il galérait. Donc nous, c'était pareil à l'époque. J'en suis sûr que si maintenant on referait les premiers Pokémon, ça serait simple pour nous. Ben, encore une fois, il y avait des choses. Je vais encore revenir à la 5e génération, mais il y avait un post-game dans Noir et Blanc et Noir et Blanc 2 qui était intéressant. Vraiment, tu pouvais aller voir des dresseurs, des Pokémon niveau 60, quoi. Des trucs, ça paraissait fou à l'époque.
et des équipes variées, enfin des challenges intéressants. Parce qu'après, en termes de difficulté dans les jeux, tu as juste, on va dire, la tour de combat, ou l'arbre de combat, ou le quelque chose de combat. Ils ont essayé de rajouter une difficulté post-histoire dans Pokémon Let's Go, qui était un petit peu inutile. En gros, il y avait des dresseurs qui arrivaient avec... C'était des spécialistes d'un seul Pokémon. Ah ouais, les fameux spécialistes. Et pour les affronter, il fallait avoir le Pokémon en question au niveau 100 ou moins, je sais plus. 60 100. peut-être. Je crois 100. que c'était 100. Il me semble que c'était 100, mais après j'y ai pas joué. Alors vas-y, monter ton chenipan au niveau 100 pour affronter le spécialiste. Voilà, et après la même chose pour prise Crisacier. Ça c'est du gonflage grind de durée de un vie. peu débile, voilà, c'est ça. Moi j'appelle pas ça un post-game intéressant, quoi. Après, il y a quand même eu des bonnes évolutions au fur et à mesure des générations. Comme je l'ai dit, il y a le fait de pouvoir un peu plus dorloter ces Pokémon. Il y a le mode en ligne qui a quand même révolutionné les échanges et les combats, même si moi j'étais amoureuse de mon câble Link. Et les méga évolutions, c'était intéressant, mais c'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai peur qu'on soit toujours dans le surenchérissement maintenant. Entre ça et les ultra chimères. Et c'est ce qui me fait peur avec la 8ème génération et le Gigamax, c'est ça. Donc voilà, c'est le problème des jeux Pokémon, parce qu'ils ont quand même évolué avec le temps, mais pour certains points, pas dans le bon sens du terme. Les premières générations, elles nous paraissaient difficiles, comme on le disait, mais c'est aussi parce qu'on était gamins à l'époque. Maintenant, les nouvelles générations sont grandement facilitées, ne serait-ce qu'avec le multi-exp qui est actif de base, qu'on pouvait désactiver jusqu'à la 7ème génération. Visiblement, dans la 8ème, ce ne sera pas le cas. Je trouve ça vachement dommage, moi, parce que j'adorais entraîner mes Pokémon un à un, en restant dans la zone et en les montant, en se disant, bah voilà, je quitte pas cette route-là tant qu'ils sont pas niveau 20, 22, 24, peu importe, mais c'est quelque chose où je prenais beaucoup de plaisir à faire. Alors oui, ça me rajoutait 10-15 heures de jeu, mais je m'en foutais. Il y avait une approche de l'entraînement RPG et de l'appréciation de nos petites créatures qui était beaucoup plus forte et plus pure, je dirais. Appréciation des créatures et puis même des zones, en fait. Tu t'imprégnais plus des environnements parce que tu y restais plus longtemps. C'est ça. C'était vraiment beaucoup plus intéressant. Et justement, tu le disais à l'instant, Flo, on a un côté surenchère, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus gros. Toujours debout, comme Renault. C'est ça. Mais toujours la banane. Ta. Oh là là. Mais c'est là où je comprends pas, moi. Je comprends pas pourquoi toujours faire plus. Rester simple. Et c'est en restant simple qu'on a eu la première génération avec un sous-texte. Après, est-ce que c'est pas le côté culturel japonais ? Parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'affection pour les grosses créatures gigantesques. C'est vrai. Ah, la mythologie du kaiju, ouais, qui revient peut-être avec le Gigamax, je sais pas. Après, de mon côté, je me permets d'intervenir. On voit, faut rester dans le classique, comme tu as dit, Benji. Mais justement, quand tu regardes, tu as beaucoup de gens qui disent « Oh, mais Pokémon, ça innove pas !» Et quand ils essaient d'innover, après, ça gueule. Et du coup, je vais réagir là-dessus. Au final, après, 80% de ceux qui disent ça, ils aiment bien le truc. Comme les méga évolutions, moi je m'en souviens, il n'y avait personne qui voulait ça. Ouais, c'est nul, ça sert à rien, c'est inutile. Les formes d'Alola aussi, elles étaient très décriées. Oui, voilà, c'est ça. Et après, 80% après plus tard, quelques mots plus tard, ah bah oui, mais au final c'est bien. Je fais, ok, d'accord, oui, il faut un peu c'est un peu le coup de gueule, hein, je suis désolé. Non, mais je vais réagir là-dessus parce que, en fait, je pense que tu as raison quand tu dis que les gens gueulent que Pokémon ça évolue pas. Le problème, c'est que les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que Pokémon n'évolue pas, mais Pokémon n'évolue pas sur ce genre de propositions que sont les méga évolutions, les formes Alola, etc. Pokémon n'évolue pas dans son noyau, si tu veux, dans son système de jeu de base, qui est tu vas d'un point A à un point B, il y a des bagarres de Pokémon, il n'y a que 4 attaques, elles ont différents types, tu entraînes tes Pokémon, ils évoluent, tu fais les arènes, tu vas à la ligue. Il n'y a jamais eu autre chose que ça dans les jeux principaux Pokémon. Et même au niveau du système de combat qui s'est un peu perfectionné, c'est-à-dire que, par exemple, avec la 4G, c'était vraiment un Big Bang. On est passé d'un système où les attaques étaient physiques ou spéciales par type, c'est-à-dire les attaques feu étaient toujours spéciales, les attaques combat étaient toujours physiques,
à un système où chaque attaque avait sa distinction, soit physique, soit spéciale. Et du coup, tu avais des attaques de tous les types qui pouvaient être physiques ou spéciales. Et du coup, les stats d'attaque et d'attaque spé et de défense P ont vraiment trouvé un sens plus intéressant. Donc il y a eu des améliorations, mais pas le fond du jeu qui est que on fait toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que tu es le gamin qui vient du bourg paumé de ta région, tu vas avoir ton premier Pokémon chez le prof, tu vas faire des bagarres, tu vas devenir maître Pokémon, il y a une team adverse, et c'est sur ça que Pokémon n'évolue pas du tout, et pour moi c'est une anomalie qu'une licence qui est aussi peu bougée depuis 20 ans soit toujours aussi populaire. Ça n'existe pas. Et à chaque fois qu'on a eu des petites tentatives d'aller chercher un peu ailleurs, je pense par exemple aux épisodes GameCube, Colosseum et XD, qui sont allés chercher un peu ailleurs, qui ont proposé quelque chose de différent dans le système de jeu, eh ben ça s'est pas vendu. Les gens n'ont pas accroché à ça. Donc les gens gueulent, disent Pokémon ça évolue pas, mais dès qu'on va proposer quelque chose de différent, C'est un soit dans le paradoxe. système de jeu chez les épisodes GameCube ou dans l'écriture sur la 5e génération, eh ben ça se vend pas. Et on C'est fait comme Pokémon aussi, Go et ça a 3 les milliards de épreuves. téléchargements, quoi. C'est comme les épreuves, c'est pareil. Bah ouais. Mais Du les coup, épreuves étaient intéressantes justement dans Alola. Parce que on révolutionnait l'idée des badges et autres. C'est Et ça, ouais, mais les quand- trois quarts ont pas aimé, quoi. Disons Bah, que t'avais des c'est mal amené. mini-jeux un petit peu... Ça a été fait de Nature, manière des fois. maladroite, quoi. Ça a été fait de manière maladroite, c'est-à-dire que t'as vraiment, reprends toujours cette expression-là, mais c'est le camp de vacances, quoi. Tu peux faire évoluer Pokémon, mais pas en infantilisant les gens, quoi. C'est ça. C'est le problème, je pense, que ce que nous, on recherche maintenant dans Pokémon, c'est pourquoi pas nous proposer une difficulté supplémentaire. Au début, on lance notre aventure et t'as un mode normal et un mode difficile pour les joueurs expérimentés. C'est un truc tout con, mais voilà, ce genre de choses. Je pense que, ne serait-ce que ça, ramener un poil de difficulté tout en... Je vais pas dire en virant le côté gamin, parce que ça, ils le vireront jamais. Mais en arrêtant d'infantiliser le joueur, ça nous aiderait peut-être plus à rentrer dans le jeu. Après, il y a des attentes qui sont unanimes. Par exemple, il y a beaucoup de monde qui veulent que ce soit moins linéaire. Il y a beaucoup de monde qui voudrait que les animations de combat évoluent un petit peu, parce qu'on est toujours en train de voir deux Pokémon qui se touchent pas directement. Et je trouve qu'ils avancent un petit peu à reculons. Par exemple, bon, je vais peut-être pas tout de suite parler de Pokémon et épée et bouclier, on y reviendra plus tard. Tout à fait. Et du coup, avant de passer à la suite, on voulait parler un peu côté stratégie avec Jordi, parce qu'on a été un peu dans ce milieu, et peut-être Jordi encore. Le volet stratégique des combats de Pokémon, c'est quelque chose qui s'est développé un peu en parallèle. Et là, pour le coup, autant sur certains aspects, on avait des régressions. On a constaté, en tout cas, nous, des régressions ressenties. Mais du côté du jeu Pokémon compétitif, là, par contre, ça ne fait que grandir, et ça grandit encore aujourd'hui. Et c'est assez intéressant, Jordi. Oui, parce que sans spoiler, il y a diverses mécanismes qui vont être ajoutés, qui vont permettre d'amener la stratégie à la portée de main de plus de gens. Bon, moi de mon côté, ça m'arrange pas trop, parce qu'il y a certaines choses que j'aimais beaucoup faire. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on fait de la stratégie, on peut faire des Pokémon soi-même, en fait, pour qu'ils soient bons en combat. Et en fait, dans la nouvelle génération, ils vont simplifier ça, mais justement pour que ça soit plus à la portée de tout le monde, en fait. Et du coup, ça va peut-être permettre après d'ouvrir plus les portes à plus de monde pour la stratégie. Et justement, c'est ce côté stratégique qui permet d'avoir une difficulté accrue et justement de pouvoir entrer en compétition avec les autres joueurs comme si on était un dresseur soi-même, en fait. Donc voilà, tout ça. Et je pensais même au côté développement des tournois aussi, IRL, de Pokémon, qui sont de plus en plus, pas médiatisés, mais en tout cas qui sont de plus en plus connus de la communauté. Et tu as l'organisation par exemple des championnats du monde tous les ans maintenant, c'est un rendez-vous que les gens connaissent, et pour les stratèges Pokémon, c'est un rendez-vous, quoi. Oui, mais après, je trouve qu'il y a un souci avec ces championnats du monde, c'est qu'ils se fixent. En fait, si vous voulez, dans la stratégie, il y a plusieurs formats. Et le problème étant que dans le format qu'on a dans les championnats du monde, c'est un format qui est l'un des moins joués et l'un des moins intéressants. Parce qu'en fait, ça va être toujours les mêmes stratégies qui vont rentrer en compte. Et du coup, en fait, c'est pas forcément la meilleure façon
de donner une bonne image de la stratégie, qui peut être beaucoup plus intéressante que celle qu'on voit dans les championnats du monde. Tout simplement. Bah ouais, parce que en fait, les jeux Pokémon ont ce problème de... Si tu vas pas un petit peu creuser, tu te rends très vite compte qu'il y a très peu d'équilibrage, ou en tout cas, pas un équilibrage au sens de l'ensemble du jeu. C'est-à-dire que tu auras toujours des Pokémon qui sont complètement claqués, des Pokémon qui sont vraiment hyper forts. Et effectivement, même, moi je trouve que ça se retrouve au niveau du compétitif, parce que, alors c'est peut-être dû au format, comme tu le disais, mais tu vois toujours les mêmes Pokémon, toujours les mêmes types de stratégies. Pour quelqu'un qui n'est pas trop versé dedans et qui n'est pas conscient de toutes les subtilités, c'est un peu, c'est un peu repoussant aussi. Tu te dis, ouais, c'est toujours les mêmes, on s'emmerde. Enfin, Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a différents formats. C'est qu'en fait, il y a des comment dire, il y a des formats pour les Pokémon les plus forts, les moins forts, ceux qui sont forts moyennement. Et en fait, c'est ça qui permet de... En fait, dans le format qu'on voit en championnat du monde, c'est du VGC. En fait, le VGC, c'est le combat en double. Et le problème étant, c'est que le combat en double, en fait, c'est toujours les mêmes stratégies qui reviennent, comme on disait. Tout simplement parce qu'en fait, c'est des Pokémon qui vont être forts entre eux en double. Ouais, c'est des synergies à faire. au bout d'un moment que tu as la stratégie optimale, un peu, ça va être toujours un peu la même avec quelques variations. Et puis voilà, quoi. Oui. C'est dur. Après, ça dépendra que de la capacité de chaque joueur à s'anticiper mutuellement, j'ai l'impression, non? Ouais. Mais bon, tu retrouves toujours les mêmes équipes. C'est encore pire que le format. En fait, il y a le format le plus fort et le plus joué. C'est le format qu'on appelle overused, c'est-à-dire beaucoup joué. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces formats-là, que ce soit le VGC ou l'Overused, c'est qu'il y a toujours les mêmes Pokémon qui reviennent au galop. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est des formats qui peuvent être intéressants pour certains, mais que pour beaucoup ne peut pas l'être, en fait. Et parce que c'est toujours les mêmes stratégies qui reviennent et tout. Mais bon, après, c'est vrai que de mon côté, c'est plus au niveau de mes goûts de stratégie, en fait. Ok. Donc, écoutez, je crois qu'on a fait le tour un peu de nos 4 grands thèmes pour le moment, en tout cas. On a un bon panorama de tout ce qu'on a aimé et moins aimé au fil du temps, en fonction de nos histoires et de notre rapport à cette série. Avant de passer au volet épée et bouclier, où on va un petit peu plus parler de nos attentes et de ce qu'on a vu du jeu jusqu'à maintenant, je voulais partager avec vous une théorie que j'ai, et qui va un peu dans le sens de tout ce qu'on disait, et qui reprend certains des éléments dont on a parlé. C'est que, en fait, pour moi, Pokémon est passé du statut de jeu d'auteur à un statut de produit dérivé de la marque Pokémon. Alors, prenez un café, prenez un thé, asseyez-vous confortablement, accrochez-vous à vos chaussettes, je vais un peu parler. Pokémon, c'était un jeu d'auteur. C'est-à-dire que en 96, quand c'est sorti au Japon, c'est un jeu qui est issu de la vision de Satoshi Tajiri, qui s'est inspiré de, on va dire, sa passion pour la nature, pour les insectes aussi. Il adorait collectionner les insectes à l'époque et ça s'est retrouvé dans les jeux. Il adorait se promener longtemps dans la nature, se perdre dans la forêt. Et en fait, il a imaginé ce jeu d'aventure où on allait déambuler comme ça dans la nature et aller capturer des bestioles. Et donc voilà, et c'est même de ce goût pour la collection et l'aventure qu'est née la catchphrase légendaire de Pokémon, qui est « attrapez-les tous ». Et donc Satoshi Tajiri, il a sûrement mis beaucoup de lui-même dans ses jeux, de sa propre enfance. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Blue, donc le rival dans Pokémon Rouge et Bleu. C'est sûrement quelque chose auquel il a été confronté dans son enfance, c'est-à-dire un enfant qui le maltraitait, quoi, qui le dévalorisait. Et il a voulu mettre ça dans le jeu justement pour alerter sur ce genre de comportement. Alors qu'au final, Blue, c'est juste un gamin qui est en recherche d'identité aussi, hein, comme beaucoup de choses dans Pokémon. Mais donc voilà, et en fait, il a mis de lui-même dans ses jeux, et donc on peut vraiment qualifier ça de jeu d'auteur. Par contre, ce qu'on sait moins, et peut-être que vous le savez vous, c'est quel est le dernier jeu sur lequel Satoshi Tajiri a travaillé en tant que réalisateur. Or et argent. Flo ? Je sais pas. Jordi ? Je sais pas du tout. Eh ben, or et argent, mais ben non. Le dernier jeu sur lequel Satoshi Tajiri a travaillé, c'est Ruby Saphir. Ah ouais ? Ouais. C'est le dernier jeu sur lequel il est réalisateur, en fait.
et directeur exécutif. À partir de Diamant et Perle, il est juste producteur, et ça a été le cas pour tous les autres jeux de la série. Ce qui fait qu'à partir de Diamant et Perle, c'est plus Satoshi Tajiri, c'est Junichi Masuda qui est aux commandes. Ah oui. Et donc c'est le compositeur historique de Pokémon, qui a été uniquement compositeur sur les 3 premiers jeux, et un petit peu aussi directeur exécutif sur Ruby Sapphire. On sentait qu'il y avait la transition qui se faisait. Et donc à partir de Diamant et Perle, c'est le réalisateur des jeux, et c'est encore à l'heure actuelle le réalisateur des jeux. Donc on a déjà, dès la 4e génération, perdu la vision originelle de Pokémon. Alors c'est pas un bien, c'est pas un mal. Les jeux ont évolué, les jeux ont muté. Et dans le même temps, figurez-vous que l'environnement autour de Pokémon a muté aussi, parce que est montée en puissance aussi une grande société qui s'appelle la Pokémon Company. Aujourd'hui, tout le monde la connaît à peu près. Et en fait, c'est la société qui gère la marque Pokémon. Donc tous les produits Pokémon relèvent de la Pokémon Company. Et en fait, c'est une société qui est partagée à part égale entre Game Freak, le studio qui fait les jeux, entre Nintendo et entre Creatures Inc., qui est la société qui s'occupe de tous les jouets et les jeux Pokémon, ce qui, en fait, les jeux non vidéo, donc ça inclut aussi le jeu de cartes par exemple. Et parallèlement à ça, tu vas avoir la Pokémon Company qui grandit, tu vas avoir les jeux Pokémon qui ont perdu leur vision originelle d'auteur, et dans le même temps, tu vas avoir donc plusieurs compositeurs qui vont arriver sur les jeux, c'est plus uniquement Junichi Masuda. Tu vas avoir d'autres designers aussi qui vont arriver sur les jeux, c'est plus Ken Sugimori qui fait uniquement les Pokémon. On pense par exemple à James Turner, qui est aujourd'hui par exemple le lead designer sur Épée et Bouclier, c'est plus Ken Sugimori qui est lead designer des Pokémon. Donc voilà, tout ça fait que l'identité des jeux Pokémon a évolué. Et si on met ça en parallèle avec ce qu'on a dit tout au long de l'émission, c'est-à-dire que les jeux ils paraissent de moins en moins bons, nous on est de moins en moins touchés par différentes choses, on a l'impression que la cible est recentrée sur les enfants. Et ben, si vous voulez, il y a un élément déclencheur moi qui m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est qu'il y a eu une controverse sur Épée et Bouclier récente, pendant la dernière phase de communication du jeu, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont insurgés contre le fait que la technique des jeux était un petit peu en deçà, même beaucoup en deçà de ce qui pouvait se faire sur Switch, que les animations par exemple des Pokémon étaient un petit peu nulles à chier, et que surtout on mettait pas tout le dex national dans Pokémon Épée et Bouclier. Et la réponse des développeurs a été on n'a pas le temps, c'est trop de boulot, on peut pas faire ça. Et ça m'a fait réfléchir, et surtout en ce moment où dans le milieu du jeu vidéo, on voit beaucoup de jeux qui sont reportés parce qu'ils ne sont pas aboutis techniquement, et les développeurs se disent on n'a pas encore les moyens de proposer l'expérience qu'on veut proposer, donc on reporte. Et ben, Pokémon ne fait pas ça. Et pourquoi Pokémon ne reporte pas ces jeux alors qu'on voit clairement qu'il pourrait y avoir des améliorations techniques et en termes d'inclusion de Pokémon ou autre? Eh ben, à cette question-là, il y a 2 possibilités. Réponse 1, il n'a jamais été question de doter Game Freak d'un budget destiné à permettre aux jeux Pokémon de faire jeu égal avec d'autres RPG, AAA ou autres. Ou 2, la sortie des jeux Pokémon n'est qu'une étape dans le grand plan pluriannuel de la Pokémon Company. Et je pense que c'est un peu des deux, mais surtout de la deuxième. Et si vous voulez, j'ai quelques arguments qui vont dans ce sens-là. Si vous regardez par exemple l'ensemble des recettes de la marque Pokémon, accrochez-vous, 2% viennent de l'anime et du manga, donc quelque chose de vraiment résiduel, 10% viennent du jeu de cartes, 20% viennent du jeu vidéo, et les 68% restants, ça vient du merchandising, donc des jouets, des peluches, des vêtements, des gadgets, tout ce qui est estampillé Pokémon. Et moi je me mets à la place de la Pokémon Company, tu vois. C'est une grosse société, c'est une société capitaliste dans laquelle on s'inclut, donc pour la société, quelle est la priorité? Faire de la thune. Qu'est-ce qui fait de la thune? Les produits dérivés. Ça veut dire que tout Pokémon, tout ce qui vient de Pokémon, doit servir à vendre des produits dérivés. Alors ça, c'est une vision très réductrice un peu de tout ça. Mais quelques exemples. Moi, je pense que le calendrier, par exemple, des sorties de tout ce qui est Pokémon est calibré. C'est-à-dire, depuis quelques années, quand des nouveaux jeux sortent, des nouvelles générations sortent, tu as en même temps la nouvelle saison de l'anime qui arrive, tu as la nouvelle extension du jeu de cartes qui arrive avec les nouveaux Pokémon, tu as, oui c'est ça en fait, le nouvel animé, les nouveaux jeux de cartes. Donc tu as vraiment un calendrier là qui est très précis. Autre exemple comme ça qui me vient, il y a les... Oui, dis-moi. Excuse-moi, il ne faut pas aussi oublier la date de sortie, qui est toujours en fin d'année.
Oui, bah ça c'est marketing classique si tu veux. Oui, je suis d'accord. Bien sûr, mais Mais ça appuie oui, encore plus je ce suis que tout tu à dis. fait d'accord. Ouais. Et ouais, autre exemple, par exemple, dans les dernières formes Gigantomax là, qui ont été révélées, bah, il y a Pikachu et Miaouss. Alors Pikachu, oui, parce que c'est le Pokémon le plus populaire et ça aurait été marrant de ne pas l'avoir. Mais Miaouss, pourquoi Miaouss? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on l'avait mis Gigantomax? Bah, moi je me dis que c'est certainement pour que dans l'animé, il puisse y avoir un combat entre Pikachu Gigantomax et Miaouss Gigantomax, que ça fasse de la com et que ça permette d'entretenir la présence de Pokémon dans l'esprit des gens. Dans ma tête, en fait, je pense que tous les produits Pokémon servent maintenant à promouvoir leurs voisins. En fait, tout n'est que stratégie pour que la marque Pokémon reste dans la tête des gens pendant, le plus longtemps possible et de la manière la plus régulière possible en variant les médiums. Et l'impact que ça a sur les jeux Pokémon, c'est que ça n'en fait pas de facto de mauvais jeux. C'est pas ça forcément qui explique que les jeux sont un peu moins bons. Je pense que ceux qui bossent sur Pokémon, ils font vraiment ça de toute leur âme et de tout leur cœur. Néanmoins, ça fait qu'on peut s'asseoir sur l'idée que les jeux Pokémon auront de l'ambition, si vous voulez. Ça permet pas de dire que Pokémon va pouvoir fleurir en tant que jeu vidéo. Ça va fleurir en tant que produit dérivé d'une grande marque. Comme à l'époque, l'animé, c'était le produit dérivé du jeu, bah maintenant le jeu, c'est le produit dérivé de la marque Pokémon. Ce qui fait qu'on ne donnera jamais à Game Freak un budget démesuré pour pouvoir produire ces jeux, puisque ce qui rapporte le plus, c'est le merchandising, donc on va toujours mettre plus de sous sur le merchandising. Ce qui fait qu'on va jamais donner plus de temps à Game Freak pour faire les jeux, puisque le calendrier est hyper calibré et que le but c'est d'avoir une présence régulière dans la tête des gens. Donc si on retarde, eh ben ça nique tout le plan et donc c'est pas une bonne chose. Donc on ne retarde pas un jeu Pokémon. Et au final, bah, même les développeurs se disent que nous, ça fait longtemps qu'on fait Pokémon et ils ont déjà communiqué en ce sens. Eux, ils ont envie aussi à Game Freak de faire leur propre jeu. Donc en fait, même au sein du studio, ils vont pas forcément consacrer tous les moyens ils vont pas forcément consacrer tous les moyens aux jeux Pokémon, mais aussi à leur propre jeu. On a vu ça avec Harmonite, on a vu ça avec Tembo de Badass Elephant, ou là avec Little Town RPG, je sais plus son nom exact. Mais voilà, Game Freak a aussi envie de faire ses propres jeux et de s'affranchir un peu de Pokémon. Donc au final, est-ce que tout le monde n'est pas en train de s'essouffler sur ce médium? Est-ce que les gens, est-ce que les jeux Pokémon, est-ce qu'on est en train de vraiment leur faire la place qu'ils méritent? Eh ben je sais pas. J'espère que le futur me fera mentir, qu'on pourra encore espérer des jeux Pokémon qui vont chercher des choses, qui vont nous éblouir comme d'autres l'ont déjà fait. Pour l'instant, avec ce que j'ai vu pour l'heure sur Pokémon Épée Bouclier, ça va pas trop en ce sens-là. Mais c'est le moment d'en parler justement, de parler d'Épée Bouclier, de qu'est-ce que vous avez vu sur ces jeux, de qu'est-ce que ça vous inspire et de à quoi on peut s'attendre. Dites-moi tout. C'est vachement intéressant tout ce que tu viens de nous dire au niveau de ta théorie sur la Pokémon Company. Parce que je me permets juste ce petit parallèle très rapide. Vas-y. Mais ça me fait beaucoup penser à Disney, dis donc. Ah, bah tu vois. J'ai pensé à Star Wars plusieurs fois. Mais voilà, hein, on est là-dedans. Hein. Star Wars, ça appartient à Disney maintenant. Les Marvel, c'est quoi? C'est du merchandising Disney. Est-ce qu'on n'irait pas de plus en plus vers ce moyen de consommation en masse sur beaucoup de licences en général? Visiblement, c'est un modèle qui marche, donc pourquoi s'en priver? C'est ça, c'est un modèle Les gens qui achètent. fonctionne. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi se faire chier? Regardez encore les polémiques qu'il y a actuellement avec la Fox et Disney, parce que bon, ça n'a rien à voir, mais Disney qui va empêcher la distribution de certains films de la Fox en format physique pour les ressortir quelques années plus tard pour dire vous avez vu, ils étaient plus dispo, maintenant ils sont de nouveau dispo. Bon, voilà. Est-ce que finalement Pokémon pourrait ne pas faire la même chose en relançant à chaque fois l'indisponibilité de certaines de ses versions pour les ressortir en remake pour la console actuelle? Sans aller jusque-là, c'est sûr que la vision commerciale de Pokémon, ça dépasse de loin le cadre du jeu vidéo, quoi. C'est ça que j'essayais de dire, et voilà, c'est juste beaucoup plus que ça, Pokémon. Du coup, les gens qui espèrent encore des bons jeux Pokémon perdent de vue, je pense, enfin des bons jeux. Là, je suis un peu amer quand je dis ça. On va dire des jeux voilà, qui sont ambitieux. Voilà. Oublie tout ce côté-là de Pokémon, maintenant c'est un empire en fait. C'est ça.
Flo, qu'est-ce que tu attends, toi, de cette 8ème génération? Alors je vais être un petit peu moins amère. Moi, je suis assez impatiente d'avoir les mains sur la manette, sur le jeu. Il y a une raison principale, c'est la région de Galar. Moi, j'adore la Grande-Bretagne. J'aime beaucoup le folklore britannique. Et je suis très très impatiente de l'explorer. Vraiment, j'ai juste vu la carte sans entrer dans les détails, mais elle m'a bien plu. J'espère vraiment qu'on va avoir des tas de références aux légendes du folklore britannique, comme je l'ai dit. Ensuite, très peu de Pokémon ont été divulgués, mais je pense qu'on peut avoir des choses intéressantes. Par exemple, moi, je pense prendre Pokémon épée, simplement parce que Zacian, le Pokémon légendaire, m'a un peu plus parlé. C'est une espèce de loup avec une épée dans la gueule. Les starters... J'avais Call. Pardon. Pardon? Non, j'avais Call. En fait, j'avais fait faire un fanart d'une idée d'un mélange de Pokémon, de deux Pokémon, de Monorpal et Caninos. Et au final, quand ça a été dévoilé, j'ai rigolé. Voilà, tout simplement. Et les starters... Bon, ça fait un moment que les starters ne me hype plus, mais je pense que je partirai sur Flambino, juste parce que c'est un lapin. Et il est trop mignon. Ensuite, je suis aussi... Oui, Benji? Pardon, c'est rigolo parce que finalement, quand j'y repense, les 3 starters de cette 8ème génération me font beaucoup penser à la 4ème génération. Ça, je sais pas pourquoi. Moi non plus. Parce qu'il y a un aquatique, un de feu et un de plante. Ça doit être ça. Après, l'autre chose que j'attends beaucoup, c'est la zone libre. Alors malheureusement, ce sera pas tout le jeu qui sera libre et donc non linéaire. Il y en a qui fantasmaient déjà sur le Breath of the Wild de Pokémon, mais bon, il faut pas rêver. Ça aurait été fou, ça. Mais apparemment, il y aura quand même une grosse zone libre au milieu. Et j'espère que du coup, cet épisode n'est qu'un épisode hybride pour qu'on soit un peu plus ambitieux à l'avenir, s'il marche bien. Et puis, pour finir, les graphismes ont quand même un petit peu évolué. À mon grand regret, pas les animations, mais les graphismes. Quand on voit les images, ça a l'air quand même beaucoup plus folichon. Oui. Malgré mon impatience et mes espoirs, je reste quand même perplexe. J'ai quand même des craintes. Il y a la Gigamax qu'on a déjà évoquée. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça me dérange, bien au contraire, je ferai avec. Bon, c'est vrai que ce côté surenchère n'est pas pour me conquérir, pardon. Ensuite, c'est un petit peu décevant que ça reste linéaire, mais tout ce que j'espère, finalement, on n'est pas obligé d'avoir que des jeux en open world, c'est juste un effet de mode, ça. Tout ce que j'espère, c'est que ce sera pas aussi enfantin, puéril et dirigiste que la 7ème génération. J'espère vraiment qu'ils vont un peu moins nous tenir par la main, et par pitié, pas de Motismadex. Je crois que ça on peut s'asseoir dessus, c'est bien. Pour moi, c'est pire que Jar Jar Binks, c'est ça. Jordi, qu'en penses-tu, toi? Par rapport à Pokémon épée et bouclier, en fait, moi j'attends beaucoup, comme j'avais dit aux parents, de ce qu'on a vu en termes des images et des personnages. J'espère que ça va être une génération plus mature. Parce que c'est vrai que quand on regarde, c'est beaucoup plus sombre que Soleil et Lune. Donc en soi, c'est la grosse attente que j'ai. Mais après, comme je le dis souvent auprès de tout le monde, c'est un Pokémon, donc je prends. Donc voilà, donc je fais amplement confiance à Game Freak et on verra bien ce que ça donne. C'est cool que tu sois en tout cas toujours dans l'attente impatiente du jeu, quoi. T'es toujours impatient à l'idée de mettre tes mains dessus. Parce que voilà, moi, vous commencez à vous douter un peu de ce que j'en pense. Tout ce qui a été révélé pour l'instant, ça me convainc pas vraiment. Le Gigantomax, j'ai l'impression que ça va être une mécanique jetable, un peu comme on a eu sur les Z-Move pour la 7ème génération, les méga évolutions qu'on a finalement abandonnées parce que c'était trop dur à perpétrer, si vous voulez, d'une génération à l'autre. Tout ce qu'on a montré au niveau des personnages, on a montré un peu la team ennemie apparemment, la team Yell, qui est... Je ne m'étendrai pas sur le postulat de cette équipe, mais je trouve que c'est pas propice à nourrir de l'espoir quant à la qualité de l'écriture et la profondeur des motivations. Il y a quand même presque 3 rivaux différents qui ont été montrés, 3 personnages assez distincts
qui laisse peut-être espérer des écritures un peu variées et des personnages un peu différents. Je sais pas trop. En fait, finalement, mon plus gros espoir sur cette génération, c'est qu'on n'a pas montré grand-chose encore. Donc en fait, pour moi, tout ce qu'on n'a pas montré, c'est potentiellement source d'espoir. Donc on a vu très peu de Pokémon, on a vu très peu d'environnement. On a vu quelques musiques qui, par contre, là, la musique, c'est le seul point sur lequel je suis pas du tout inquiet parce qu'elles sont incroyables. J'aimerais bien rebondir là-dessus vite fait. C'est que, je sais pas si vous avez su, mais en fait, il y a le créateur et compositeur de l'OST d'Undertale qui a fait une musique de combat pour le Pokémon et elle est juste magnifique. Elle est divine. Et c'est même pas que de l'OST, c'est carrément le créateur d'Undertale et de. Oui, c'est de ça. Deltarune. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Actuellement. J'ai dit créateur d'Undertale. Toby Fox qui a fait l'OST. Qui a été contacté pour faire une musique. Et elle fait partie de toutes les musiques incroyables qui ont été révélées pour l'instant. Et là-dessus, je me fais aucun souci. Ce dont j'ai un peu peur, par contre, c'est de la suite, quoi. Qu'est-ce qu'on nous réserve dans ces jeux ? Et moi, je le dis là comme ça, c'est vraiment les jeux de la dernière chance, quoi. J'ai été déçu de XY, j'ai été déçu de Soleil et Lune. Si épée et bouclier, ça passe pas, il se peut que j'arrête carrément les jeux Pokémon, quoi. Je garderai beaucoup d'émotions en parlant de cette licence et beaucoup d'amour pour tout ce monde-là. Mais les jeux, quoi, si ça m'ennuie, j'irai pas plus loin, quoi. Je suis en train de regarder des images de la Team Yell et c'est des espèces de punk en noir et en rose. C'est un gimmick de fanbase toxique, en fait. C'est Twitter, la Team Yell. Après, peut-être qu'ils peuvent en faire quelque chose d'intéressant, du coup. J'espère. J'ai un peu peur, mais j'espère. Après, pour ma part, c'est vrai que j'ai fait le choix de ne rien me spoiler du jeu. Alors ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je teste la version démo qu'il y avait lors du Nintendo Paris de 2019. Mais je sais pas, de ce que j'ai vu, c'était plaisant. Malgré que je sois dans le même état que Clément en me disant que c'est un peu les versions de la dernière chance. Mais c'était plaisant, aussi bien à l'image que dans la façon de jouer. Il faut dire que la douche froide qui a été Pokémon Let's Go pour moi m'a clairement refroidi. À savoir qu'ils estiment ça comme un spin-off et non un jeu. Oui, heureusement qu'ils sont revenus sur ce qu'ils disaient là-dessus. Parce que c'est clair que Let's Go, c'était sympa parce que en termes de marketing, ça faisait venir les gens qui avaient repris Pokémon grâce à Pokémon Go. Mais à côté de ça, c'était pas un vrai jeu Pokémon. Moi personnellement, je ne me suis pas du tout amusé là-dessus. Mais après voilà, c'est les goûts et les couleurs. Mais lors du test que j'ai fait de la démo, c'était vraiment très très plaisant. Les graphismes étaient clairement affinés. C'était vraiment beau. On avait un mélange de... En fait, c'était ça qui était assez intéressant, c'est qu'on avait un mélange de Let's Go, qui lui était quand même assez sympa graphiquement parlant, et de Soleil et Lune pour ce que ça a apporté de nouveau dans le design des décors et autres. Et les effets de lumière et tout étaient vraiment très convaincants. Mais le problème, c'est que on parle d'un jeu vidéo et donc on va pas se baser seulement que sur l'aspect graphique du titre. Pour ceux qui me suivent, vous commencez à le savoir. Je suis quelqu'un qui apprécie énormément les histoires et qu'on me raconte une histoire passionnante. Là, effectivement, si on me pond un truc à la mort moelle-neu et que c'est juste, encore une fois, quelque chose de très infantilisant, effectivement, ce sera aussi ma dernière version. Eh ben, ma foi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous êtes beaucoup plus pessimiste que nous, on que est je hyper pensais. pessimiste. Finalement, il n'y a que Jordi et moi qui allons nous amuser. En fait, c'est ça. Nous, on a très peur. On a très peur, si tu veux. Je pense que c'est expliqué par le fait que... Je parle pas pour Jordi, en tout cas, je parle pour moi, que peut-être que vous étiez... Bon, déjà, je me considère comme quelqu'un qui est assez fan, mais vous étiez vraiment passionné. Donc, quand tu es vraiment passionné, la chute n'est que plus grande. Non, mais clairement, mais après, ça m'a pas empêché de précommander ma version et pour ma part j'ai pris bouclier. Mais donc comme ça nous permettra d'échanger les Pokémon exclusifs. Sauf qu'il y en a un que je veux sur bouclier mais que je vais prendre d'épée, donc voilà. Voilà, vous voyez, raison de plus. Je serai le seul enfin je sais pas ce que tu prends, Clément. Moi j'ai pas encore pris de jeu, je sais pas si je vais les prendre. En fait j'attends vraiment les premiers retours, quoi, de savoir à quel sein me vouer.
Et en fait, je pense pas le prendre Day One déjà, et je sais pas si je vais pas le prendre d'occasion carrément, tu vois, après Est-ce la qu'ils première vont pas- vague de gens qui vont revendre le jeu, enfin je sais Est-ce pas. qu'ils vont pas perpétrer la tradition de faire une troisième version? Bah, en fait, ça a un peu changé ce schéma-là, parce Ça fait un que moment, des fois ouais. tu avais une troisième version, des fois tu as une suite, ça a été fait avec Noir et Blanc 2, des fois tu as une fausse suite, ça a été fait avec Ultra Soleil, Ultra Lune. Donc il y a différentes possibilités, on X sait et pas. Y, il n'y avait rien eu. X et Y, il n'y a rien eu. Mais voilà, c'est à voir. Effectivement, on est un peu refroidi. Alors, est-ce que c'est l'aspect nostalgique qui parle pour nous? Est-ce qu'on est des vieux cons qui sont restés sur nos acquis et que ce qu'on nous propose maintenant ne nous convient plus? On verra ça avec la sortie qui se prépare d'ici quelques jours. Parce que là, on enregistre le podcast en début de mois de novembre, mais on fera en sorte que vous ayez cet épisode quelques jours avant la sortie des jeux, ce qui vous permettra de vous remettre dans l'univers avant même la sortie des versions épée et bouclier. Maintenant, la question reste en suspens. Est-ce que nous allons être déçus? Est-ce que ça va enfin nous apporter ce qu'on recherche? Est-ce qu'on avait un peu perdu avec les nouvelles générations de X, Y et Soleil et Lune? À voir. Et donc après ces quelques mots un peu pessimistes certes, mais dont on se fera un plaisir de faire un retour sur les versions sur C'est nos ça. comptes Twitter. On ne chacun. demande qu'à être surpris et qu'à retrouver C'est ça, la faut passion. pas oublier ça. On est peut-être pessimiste, mais on ne demande qu'à apprécier ce qu'on va nous proposer. Et donc, si vous voulez la suite de ce podcast, entre guillemets, il ne faut pas hésiter à nous suivre sur nos réseaux. Ça vous permettra d'avoir nos retours à chaud sur les versions épée et bouclier une fois que celles-ci seront sorties. Nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée si vous écoutez ça en journée, ou une très belle soirée si vous écoutez ce podcast en soirée. Et on vous dit à bientôt pour le 3e épisode. Salut! Bye bye. Salut! Ciao!